Bienvenue à tous pour une édition spéciale d'Économie Le Max sur i24 News qui va traiter de la problématique de l'énergie en Afrique. 2 Africains sur 3, 600 millions de personnes privées aujourd'hui encore d'accès au courant. Chacun sait pourtant qu'un essor de la production d'électricité pourrait changer la face du continent et au passage relancer la croissance économique mondiale. Gros plan aujourd'hui sur le solaire et l'hydroélectrique. Découverte aussi des projets du nouveau patron de la Banque africaine de développement. Peut-il mener l'Afrique vers l'autosuffisance? Un expert du continent nous accompagne tout au long de cette émission. Thierry Barbeau. Et on entame cette spéciale avec le Cameroun. Le Cameroun qui est un des exemples des difficultés de l'accès à l'énergie en Afrique subsaharienne. Les délestages électriques y sont incessants, plongeant dans le noir les habitants plusieurs heures par jour. Alors lueur d'espoir, ce sont justement ces difficultés qui ont permis l'essor assez récent de l'énergie solaire. Reportage. Pour leur devoir du soir, ces jeunes élèves n'ont pas le choix. Ils ont besoin de lumière. Mais les coupures d'électricité sont intempestives à Douala. Pour y remédier, les parents ont investi dans des lampes solaires. Je suis en train d'essayer de faire mes devoirs. Comme je suis les cours de la langue pendant les vacances, et c'est un peu difficile d'apprendre à ces conditions, vu qu'au Cameroun, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mais heureusement pour nous, il y a les lampes rechargeables pour nous aider à faire cela. La fréquence des délestages électriques au Cameroun est sans précédent. Le déficit d'énergie oscille entre 500 et 600 mégawatts, provoquant plusieurs coupures par jour. Dans les rues comme dans les boutiques, les lampes solaires sont devenues omniprésentes et se vendent entre 10 et 25 euros. Quand on coupe l'allumette, les gens achètent trop de lampes solaires. Vous pouvez vendre combien par jour? Par un jour, je peux vendre 15, 20 comme ça. J'ai payé 2 lampes solaires pour voir d'autres au village. Ici à Douala, j'en ai 4 chez moi. Hein. Ça me sauve trop. Un marché qui est en plein essor. Cette unité d'assemblage camerounaise s'est ouverte en août en important des matériaux de Chine et de Corée. L'entreprise produit déjà 200 lampes par jour avec un seul credo, une lampe pour toutes les bourses. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver une solution aux petits Camerounais, aux Camerounais moyens. Donc celui-là, en fait, qui doit aussi être éclairé. On se focalise aujourd'hui d'abord sur cette petite lampe solaire que nous avons baptisée lampe solaire Aïda, qui est à la portée de tout le monde. Le défi énergétique est de taille au Cameroun. Le gouvernement vient de signer un accord qui l'oblige à moderniser le principal barrage du pays qui produit 70% de l'électricité. En attendant, l'énergie solaire reste une lueur dans la nuit camerounaise. Même la ville de Douala s'y est mise pour l'éclairage public. Une vraie tendance et une pertinence évidente pour cette énergie solaire. On retrouve Thierry Barbeau, expert des économies africaines, directeur notamment du site info-afrique.com. Bonjour Thierry Barbeau. Bonjour. Alors on a le sentiment que l'offre d'énergie en Afrique reste assez réduite et coûteuse. Les niveaux d'électrification sont parmi les plus bas, on le sait, au monde. Et pourtant, ce n'est pas le potentiel qui manque, à commencer par le soleil, abondant, surabondant. Vous y croyez, vous, à ce potentiel solaire ? Alors oui, bien sûr, non seulement j'y crois, mais les experts internationaux y croient aussi. On a des grands projets qui fonctionnent. Encore une fois, c'est souvent l'Afrique de l'Est qui est plus touché, donc je dirais le Kenya, Tanzanie et puis la zone Afrique centrale avec de très beaux projets au Rwanda. Il y a surtout un bond qui a été franchi en termes de nouvelles technologies sur le solaire, sur le gaz et sur la biomasse avec une baisse des coûts de construction et d'installation. Donc il y a un effort vraiment franchi. Alors l'Afrique, on le comprend, regorge d'atouts énergétiques, le solaire, donc vous le disiez, hydroélectricité, les barrages, on va en parler dans quelques instants, l'éolien aussi, la géothermie. Alors justement, à l'heure des choix stratégiques, à l'heure où toutes les portes sont encore ouvertes, on va dire, est-ce que des choix judicieux, audacieux peut-être peuvent faire de l'Afrique le continent des énergies vertes, à la fois efficace et exemplaire? Alors, on l'espère, on le souhaite, il y a de très bonnes initiatives. Le problème, c'est que ce sont souvent de toutes petites initiatives, plus citoyennes ou micro-entreprises, qui ont du mal à se démultiplier, qui ont du mal à passer à un stade véritablement d'industrialisation avec de grandes entreprises internationales. Donc souvent, c'est très innovant, c'est très intelligent, mais une vraie difficulté dans la démultiplication de ces entreprises, donc de ces systèmes, et puis surtout cantonné à une région, cantonné à une ville, ou parfois même juste au pays. Mais en tout cas pas
à la taille de l'Afrique. Ouais, ça ne sera pas en quelques jours. Merci beaucoup Thierry Barbeau. Vous restez avec nous puisqu'on va découvrir une autre facette de ce potentiel énergétique africain. Alors parmi les options dont dispose l'Afrique pour améliorer son alimentation énergétique, sa puissance hydroélectrique. Avec 7 grands fleuves, le continent recèle 10% du potentiel hydroélectrique mondial. Encore faut-il l'exploiter. Eh bien les choses avancent, vous allez le voir, le Cameroun est en train de construire une centrale majeure. Laura Duhamel. La bonne nouvelle est tombée le 1er juillet. Une centrale hydroélectrique va être construite au Cameroun. Objectif, aider le pays à endiguer une grave crise énergétique. Et c'est le groupe marocain Platinum Power qui va s'en charger. Un projet de grande ampleur, estimé à 900 millions d'euros. Cet accord, établi dans le cadre d'un partenariat public-privé, porte sur le développement, le financement, la construction et l'exploitation du complexe hydroélectrique de Mackay, au centre de Cameroun. À terme, la centrale devrait produire 1600 gigawatts par an. De quoi favoriser l'accès à l'électricité pour 6 millions de personnes supplémentaires au Cameroun, pour une population de plus de 23 millions d'habitants. Et si le potentiel hydroélectrique est immense, très peu de ménages ont accès à l'électricité. Selon la Banque mondiale, ils sont moins de 57% en zone urbaine. En zone rurale, le taux chute à 14%. Une situation qui coûte 1 à 2% de croissance par an. Vivre sans électricité, c'est très pénible. 1, vous ne pouvez pas avoir de réfrigérateur, donc vous êtes obligé de tout sécher, fumer. Vous ne mangez pas bio en réalité. 2, sur le plan santé, c'est très pénible. Vous imaginez, vous êtes des femmes, vous êtes sur la table d'accouchement et puis la lumière s'éteint. Il faut accoucher à la bougie. Mais l'accord signé avec Platinum Power est loin d'être suffisant. Selon la société Eneo Cameroun, 5 milliards d'euros d'investissement sont nécessaires. Cela permettrait de fournir en électricité 75% de la population camerounaise et de réduire de 85% les coupures d'énergie. Une situation critique qui concerne le continent africain dans son ensemble. Aujourd'hui, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, soit 2/3 du continent. Des chiffres impressionnants. Thierry Barbeau, je me tourne vers vous. Lorsqu'on regarde les immenses besoins en énergie du continent, est-ce que l'hydroélectricité apparaît aujourd'hui finalement comme l'une des solutions les plus pertinentes, voire l'atout peut-être numéro 1 de l'Afrique ? Alors, avec certaines énergies dont on reparlera peut-être un petit peu ensuite, effectivement, l'hydroélectrique, c'est le potentiel. Dans les années 80, le Congo l'avait bien compris avec le fleuve Congo, un des plus grands du monde, après l'Amazone, en fait, et qui a été mis en place avec le barrage d'Inga, mais qui, hélas, fonctionne à 10% de ses capacités. Donc, à côté de ça, on a le Nil, bien sûr, le Niger, le Zambèze, on a l'Oubangui-Chari en Centrafrique, qui sont des fleuves colossaux, extrêmement puissants. Il y a un projet, bien sûr, qui fonctionne, lui, très bien, qui est en train de mettre en place, qui a déjà démarré, qui est en Éthiopie, où là, le barrage hydroélectrique sur le Nil a vraiment un atout colossal pour le pays et toute la région, là. Alors justement, autre réflexion à ce sujet. Est-ce que vous pensez que cette énergie hydroélectrique peut jouer aussi peut-être un rôle unificateur en Afrique, c'est-à-dire accélérer la coopération, l'entente mutuelle, donc plus de stabilité à la fois politique et économique pour les États ? Exactement, je vous rejoins tout à fait sur ce plan. Alors, c'est un peu spécial et contrasté parce qu'on avait eu justement ce barrage sur le Nil qui avait failli déclencher un mini-conflit avec l'ancien président égyptien. Et puis, on a aujourd'hui Al-Sisi qui, justement, signe un traité de libre-échange pour unifier les pays de la région avec 26 pays réunis et donc en phare et en focus ce grand barrage sur le Nil. Donc, vraiment, ça peut démultiplier les actions, fédérer des États, fédérer des régions. Ouais, on pense à l'Éthiopie avec aussi le Kenya et le Soudan voisin. Est-ce que d'autres types d'énergie, Thierry Barbeau, de grande échelle, on va dire entre guillemets, comme le nucléaire, peuvent aussi avoir leur place en Afrique ? Vous pensez que c'est peut-être pas trop en phase avec les spécificités du continent ? Moi, je pense que c'est tout à fait en phase. Effectivement, là aussi, il faut une industrialisation forte, mais on a deux atouts majeurs. Déjà, on a une centrale qui fonctionne, mais c'est une petite centrale en Afrique du Sud, c'est la seule. Mais on a deux grandes centrales qui vont être mises en construction à partir de l'année prochaine au Nigeria, pays ultra puissant et grand producteur de pétrole. Et puis surtout, on a 1% de la production mondiale d'uranium qui vient du Niger, mais qui pourrait monter jusqu'à 6%. Donc on a à la fois de la production et ensuite une possibilité d'exploitation. C'est là aussi un énorme atout économique pour l'Afrique. Ouais, donc le nucléaire, une option de plus pour l'Afrique avec, vous l'avez dit, donc cette présence d'uranium assez abondante. Merci Thierry Barbeau. On vous retrouve dans un instant. On va s'intéresser maintenant aux ambitions du tout nouveau président de la très stratégique Banque africaine de développement, la BAD. Dès sa prise de fonction, le Nigérian Akinwumi Adesina l'a promis, le développement des ressources énergétiques sera sa priorité. On le découvre avec Laura Duhamel.
Audace et créativité, le ton est donné pour les prochaines années à la Banque africaine de développement, car le nouveau président de la BAD a de grandes ambitions pour le continent noir. À 55 ans, ce Nigérian a entamé ce 28 mai son mandat de 5 ans à la tête de l'institution cinquantenaire. Et d'emblée, Akinwumi Adesina a annoncé un nouveau deal pour l'Afrique. Son but, établir des partenariats stratégiques sur l'énergie. La libération de l'énorme potentiel énergétique de l'Afrique, pour l'Afrique, sera un des objectifs majeurs de la banque. La BAD sera un leader sur ce sujet fondamental, car rien n'est plus important pour la croissance économique et le développement de l'Afrique. Nous serons ambitieux, créatifs et nous construirons des partenariats stratégiques sur l'énergie pour l'Afrique et l'exploitation des ressources du secteur public et privé. Adesina est parti d'un constat simple. Les États les plus prospères sont ceux qui gèrent efficacement leurs ressources énergétiques. Et de l'énergie, l'Afrique en regorge. Le nouveau patron vise donc une autosuffisance du continent. Solaire, gaz, éolien, hydroélectricité ou énergie géothermique, le potentiel semble illimité. Pourtant, faute de réelle exploitation, les Africains doivent consacrer une bonne partie de leurs maigres revenus à leur alimentation énergétique. L'autre challenge qui attend Adesina, c'est donc de trouver les fonds pour ce nouveau deal. La Banque africaine de développement devra également continuer à accroître le niveau de ses ressources concessionnelles, car les besoins de financement sont en forte croissance. Au regard de l'ampleur des besoins de financement de l'Afrique, il est clair que le secteur public, à lui seul, ne saura avoir la capacité financière pour faire face à ces besoins. Nous devons travailler avec le secteur privé. L'objectif d'Adesina est ambitieux. Depuis sa création, la BAD, dont les finances sont saines, injecte chaque année 2 milliards de dollars dans des projets sur le continent. Désormais, priorité sera sans doute donnée à l'énergie, un défi majeur parmi les nombreux autres qui attendent l'Afrique au cours du siècle. Ouais, l'énergie, on l'aura compris, érigée en priorité par les grands argentiers africains. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Vous êtes l'auteur du sujet qu'on vient de voir. D'abord, pourquoi ce nouveau deal maintenant? Alors pour vous donner un ordre d'idée, l'Afrique représente 15% de la population mondiale et ne génère que 3% de l'électricité sur la planète. Alors résultat, à la tombée de la nuit, ce sont 645 millions d'Africains qui vivent dans l'obscurité, soit les 2/3 du continent. Alors une situation aux conséquences importantes en matière de santé, en matière d'économie, en matière d'éducation, mais pas seulement, car il faut savoir que pour bénéficier justement d'un accès à l'électricité, les Africains partent vers la ville. On assiste donc à un exode rural massif qui provoque énormément de tensions sociales. Et puis, autre conséquence, une déforestation trop importante, car en effet, faute d'énergie moderne, c'est le bois de chauffe qui représente 80% de la consommation énergétique du continent. Il est donc temps pour l'Afrique de s'éclairer, et le temps presse, car d'ici 30 ans, la population va doubler et va passer à 2 milliards d'habitants. Ouais, donc urgence, et comment la BAD, la Banque africaine de développement, entend financer tout cela finalement? C'est ça l'enjeu. Oui, alors sur ce sujet, Adesina a été très clair. Il a déclaré vouloir premièrement prélever 10% sur les impôts des Africains, soit 50 milliards de dollars. Ensuite, il veut s'attaquer à la fuite des capitaux, ce qui représente selon lui 60 milliards de dollars. Et puis, il veut s'appuyer sur des ressources extérieures. Alors à ce sujet, les partenaires au développement de la BAD se sont engagés à mobiliser 0,7% de leur PIB, soit 178 milliards de dollars par an. Alors on arrive donc à un total de près de 290 milliards de dollars, ce qui est une somme très importante. Et puis pour finir, il faut savoir que la BAD, évidemment, n'est pas la seule à avoir pris le taureau par les cornes. Il faut compter aussi sur la volonté politique des pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire, qui compte d'ici 2020 électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants, ou encore le Niger, qui fait actuellement la promotion de son gaz. Ouais, donc un enjeu important aussi pour le Niger. Merci beaucoup Laura Duhamel. Thierry Barbeau, on va conclure avec vous. L'autosuffisance, ambition du nouveau chef de la BAD. Clairement, en tout cas, l'accès à l'énergie est devenu la priorité des priorités. On le voit pour le continent. C'est par là que l'Afrique pourra changer de dimension. Alors, ce sera vraiment un énorme défi à relever. Tout le monde travaille vraiment dessus, c'est le projet phare, non seulement pour la lumière, comme l'évoquait particulièrement Laura Duhamel, avec raison, mais aussi pour l'industrialisation, les machines, les énergies, vraiment le développement de tout l'outillage nécessaire au développement de l'Afrique. Il y a aussi un énorme besoin d'uniformisation des coûts. Aujourd'hui, ça coûte très cher. Les 600 millions d'Africains dont vous parliez, effectivement, payent beaucoup plus cher avec des produits complémentaires
supplémentaires ou différents pour s'éclairer. Ils vont pouvoir s'abonner et donc s'abonner, avoir un accès à l'électricité plus maîtrisé et du coup, en fait, une baisse des coûts par habitant. Et puis des nouveaux marchés qui vont se créer, des nouveaux marchés très importants avec ces abonnés et donc aussi la possibilité de taxer ces abonnés, d'industrialiser l'imposition et donc de générer des revenus énormes. Ça va vraiment bouleverser. Et finalement, c'est aussi un message peut-être aux investisseurs. Une Afrique électrifiée, combinée au potentiel qu'on connaît de sa classe moyenne, c'est peut-être l'une des clés de la relance économique mondiale en général, tout simplement. Ah bah je pense qu'avec l'industrialisation du développement de l'électricité en Afrique et donc l'accès à ces 600 millions d'habitants et c'est bientôt les 2 milliards d'habitants qu'il va y avoir, c'est un marché qui est absolument colossal. Aucun marché n'est équivalent aujourd'hui. Donc effectivement, c'est une nécessité et un intérêt commun d'investir sur ce marché. Merci beaucoup Thierry Barbaud de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition spéciale qui se termine donc. Et merci à vous d'avoir été avec nous. Économie de Mag revient très vite sur i24 News et l'information continue. Restez avec nous.